Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Questions égyptiennes. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui au studio Dr Gamil Badra, expert en économie. Bonsoir, bonsoir Dr Gamil. Bonsoir. Bonsoir. Mais tout d'abord, nous allons voir un commentaire. Le ministre du Tourisme Yahya Rachid et celui des Antiquités Khaled El Ameni ont tenu jeudi dernier une conférence de presse au siège du musée égyptien sur la découverte d'une statue à la région d'El Matariya. Plus de détails dans ce commentaire signé Chérif Boussela. Une statue découverte il y a une semaine dans la banlieue du Caire pourrait représenter le pharaon psamétique Ier. C'est ce qu'a indiqué jeudi le ministère des Antiquités. Les restes de deux statues ont été découverts le 9 février par une équipe d'archéologues égyptiens et allemands dans une friche à Matariya, une banlieue au nord-est du Caire, construite sur le site antique du temple solaire d'Héliopolis. Mais des hiéroglyphes sur des fragments de l'une des statues de 8 mètres suggèrent qu'elle aurait représenté Psamétique Ier qui a régné de 664 à 610 avant Jésus-Christ, a ajouté le ministère dans un communiqué. Lors d'une conférence de presse au musée du Caire, le ministre des Antiquités, Khaled Al-Anani, a affirmé que le hiéroglyphe signifiait bras fort, l'un des noms de la 26e dynastie des pharaons. Mais nous ne confirmons pas à 100% que ces restes ont appartenu à Psamétique Ier. L'Égypte a entrepris des mesures audacieuses dans le domaine de la réforme de son économie et réalisant déjà un grand succès pour soutenir la croissance du produit national brut et assurer un climat propice aux investissements. Et aujourd'hui, nous avons avec nous Dr Gamil Badra qui va nous parler de la situation économique actuelle. Bonsoir Dr Badra. Bonsoir. Bonsoir. Je suis ravi d'être avec vous ce soir. Le plaisir est à nous. Merci bien. Richard Dictus, représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement et coordinateur résident des Nations Unies, a confirmé aujourd'hui son appréciation aux mesures prises par le gouvernement égyptien pour la promotion de son économie. Quels sont les dossiers interprétés lors de cette rencontre avec le Premier ministre Chérif Ismaïl? Il n'est pas le seul à le déclarer. Il y en a d'autres institutions mondiales. La Banque mondiale l'a déclaré en posant l'Égypte avec un classement beaucoup plus avancé. Les indices mondiaux des institutions financières mondiales comme le Fitch et autres qui ont donné plus de points pour l'Égypte, confirmant qu'il y a plus de sécurité pour les investisseurs de venir en Égypte. Mais pour arriver à ce status quo, les décisions que vous avez décrites comme audacieuses, rigoureuses, douloureuses, on a passé par différentes étapes. Laissez-moi donner un petit aperçu en 4 étapes. Qu'est-ce qui se passait avant le 3 novembre 2016? Deuxième, le 3 novembre 2016. Troisième étape, après le 3 novembre 2016. Et aujourd'hui, la vision de l'avenir. Nous savons que dans l'économie, le facteur le plus important pour estimer ou pour évaluer l'économie d'un pays, c'est la relation entre les exports et les imports. Tout pays qui exporte beaucoup plus que ses imports est un pays qui a une phase de prospérité. Oui. Je donne un exemple comme les pays du Golfe, et plus spécifiquement le Qatar. Le Qatar a un excès de 40 milliards de dollars chaque année à cause de ses exports en gaz naturel. Il y a d'autres pays qui ont un déficit, comme l'Égypte. Mais l'Égypte n'est pas le seul à avoir un déficit. Les États-Unis aussi ont un déficit. Le déficit des États-Unis chaque année est de 700 milliards de dollars. Les États-Unis importent pour 2,5 trillions de dollars, et 1 trillion, c'est 1000 milliards, et exportent pour 1,8 trillion de dollars. Mais les États-Unis est un pays riche qui a assez de réserves. Ouais. Qu'est-ce que cela veut dire pour expliquer aux chers téléspectateurs? Pour comparer ça au citoyen normal, un employé qui gagne moins, il peut vivre à condition qu'il ait à la banque certaines épargnes et qu'il peut s'en servir. Se débrouiller, oui. Se débrouiller. Oui, oui. Mais si ça continue à la longue, il y aura un feu rouge. Et c'est la même chose pour l'Égypte. L'Égypte a toujours eu
avant la révolution de 2011, un déficit. Mais ce déficit était couvert partiellement par les réserves à la Banque centrale. Ces réserves qui étaient, avant la révolution de 2011, autour de 40 milliards de dollars, sont tombées avant le 3 novembre à moins que 20 milliards de dollars. Et pourquoi? Pour différentes raisons. Parce qu'après la révolution, nos exports ont diminué. Nos imports ont augmenté, dû à l'instabilité, dû au problème. Normalement. La situation, c'était la situation. Oui. Voilà. Nous avons vécu, nous avons tous, comme citoyens, de toutes les catégories, toute la pyramide des citoyens égyptiens a vécu, a passé par cette impasse. Ce qui fait qu'il y a eu un feu rouge. Et le feu rouge veut dire que le pays, l'État, n'importe quel pays qui est en déficit, il appelle au secours. Qui vient au secours dans les États pour servir économiquement? Le Fonds monétaire international, qui est une organisation qui dépend des Nations Unies. Les Nations Unies possèdent deux organisations, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. La Banque mondiale sert ou soutient ou aide les pays à long terme. Mais quand c'est un pays qui est en déficit, en une crise, la Banque mondiale ne pose pas l'aide, ne pose pas la main. C'est le Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire, les représentants sont venus quand l'Égypte a appelé au secours pour rester avec les exécutifs égyptiens, les ministères responsables, pour promouvoir l'idée de l'accord pour soutenir l'économie égyptienne. Mais le Fonds monétaire international ne peut pas soutenir à moins que le malade, et je dis le malade, puisse obéir le médecin. Alors, il y a eu certaines demandes du Fonds monétaire international, comme augmenter les taxes, réduire les subventions des produits pétroliers, faire des réformes administratives, réduire les dépenses gouvernementales, mais surtout de flotter la devise. Une décision qui était douloureuse, une décision difficile, et qui a été prise par notre cher président, et que personne de ses prédécesseurs n'a osé de prendre une décision pareille. Et là, permettez-moi d'offrir un salut à notre cher président, parce qu'il a pris une décision avec courage, avec détermination, une décision qui a causé un certain mécontentement auprès de la majorité de la population qui vit autour, ou peut-être un peu moins, que le seuil de la pauvreté. Mais c'est une décision pour l'intérêt du peuple égyptien. Oui. Et pour l'avenir en même temps. Et pour l'avenir. On peut l'avoir. Ça, c'était la période avant le 3 novembre 2016. Le 3 novembre 2016, la Banque centrale a déclaré le nouveau taux de la livre égyptienne, qui a été dévalué par plus que la moitié. Qu'est-ce qui s'est passé suite à ça? Le gouvernement a été très professionnel en disant, voilà, nous avons doublé la valeur du dollar et peut-être un peu plus, mais ceux qui veulent déposer de l'argent en livre égyptienne auprès de la banque ont le droit d'avoir 20% à 18 mois ou 16% à 3 années. Le résultat est que les Égyptiens qui avaient des dollars emmagasinés ou les Égyptiens qui avaient des dollars à l'étranger se sont hâtés à les transférer en livre égyptienne pour avoir ce taux élevé. Ceci a ajouté la devise étrangère à la Banque centrale. Deuxièmement, les obligations. Le gouvernement a été très professionnel en lançant des obligations pour tout citoyen dans le monde pour avoir des obligations égyptiennes, avec trois périodes différentes. Première période, c'était 5 années, 10 années et 30 années. Imaginez-vous que les 4 milliards des obligations qui ont été lancées par l'Égypte pour tout citoyen dans le monde, les inscriptions pour avoir ces obligations ont dépassé les 12 milliards de dollars et que nous n'avions que 4 milliards. Et que les obligations à 30 années dépassaient les 2 milliards de dollars. Ce qui veut dire que les investisseurs, tout investisseur reconnaît bien qu'il doit être en sécurité, que ceux qui prévoient l'avenir de l'Égypte étaient sûrs que dans 30 années, cet argent est en sécurité. Exactement. Troisièmement, il y a eu la première tranche du Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international nous a donné un accord de 12 milliards de dollars avec un taux de 1% sur 3 années. La première tranche est arrivée. Les transferts des Égyptiens à l'intérieur et à l'extérieur ont ajouté à la devise étrangère les obligations. Et puis, finalement, nous avons reconnu une réserve plus élevée. Aujourd'hui, la réserve dépasse les 27 milliards de dollars, alors qu'avant le 3 novembre, était moins que 20 milliards de dollars. Ce que vous venez de dire maintenant, ce rapport,
Il ne le dit pas de l'air, mais ce sont des faits, Ouais. ce sont des chiffres qui sont enregistrés par la Banque centrale, par le monde entier peut le reconnaître. Ouais. Et les indices, comme je viens de dire, ont augmenté. Le classement de l'Égypte est avancé maintenant sur le plan de l'investissement mondial. Quels sont les indices, puisque vous êtes en train de le dire, quels sont les indices qui nous montrent l'amélioration de la situation économique en Égypte? Quels sont ces indices? Très belle question. D'abord, la bourse, c'est le thermomètre de ce qui se passe de l'économie. L'indice EGX, EGX 30, EGX 70, tous ces indices, si vous suivez, les gens qui sont dans la bourse suivent qu'il y a eu une augmentation et que l'avenir promet encore un peu plus parce que un investisseur, avant de pomper son argent dans le pays pour investir, que ce soit dans l'industrie, dans les services ou ce que c'est, il doit regarder ces indices. Il doit voir et que si le Fonds monétaire international qui est venu au secours a posé la main et a exigé certaines étapes, qu'avec le Fonds monétaire international, avec cet accord, avec ces indices, tout ça c'est un paquet qui donne un plateau de confiance aux investisseurs. Oui. La ministre de l'Investissement et de la Coopération internationale, Sahar Nasr, a assisté à l'entretien qui a eu lieu entre M. Dictus et le Premier ministre Sherif Ismail. Dictus a confirmé l'intérêt accordé par l'ONU au soutien des efforts du gouvernement égyptien quant au programme du développement durable. Commentez, s'il vous plaît. Oui, alors, développement durable, bien sûr, parce que d'abord, c'est Dr Sahar Nasr, qui est la ministre de la Coopération internationale et de l'Investissement, est très active et on a vu ce qu'elle a pu faire. Je suis tout à fait d'accord et tous ceux qui maintenant viennent donner des éloges à l'économie égyptienne ont reconnu l'avancement, ont reconnu le progrès que nous avons accompli. Dr Sahar Nasr a signé aussi un accord de 500 milliards de dollars avec la Banque mondiale pour améliorer l'infrastructure de la Haute-Égypte. Oui. Et ces commentaires positifs, c'est le reflet de ce qui se passe aujourd'hui. Dr Tarek Kabil, le ministre du Commerce et de l'Industrie, qui a promis de faire 6 villes industrielles en Haute-Égypte. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'une ville industrielle? C'est une offre, c'est une possibilité d'employer des dizaines de milliers et peut-être des centaines de milliers, parce que c'est une communauté. Avoir une ville industrielle, c'est-à-dire avoir des industries, mais avoir de l'habitat, avoir des écoles, avoir des hôpitaux, décentraliser de la congestion dans les grandes villes. 6 villes industrielles, vous parlez de centaines de milliers d'offres d'emploi. Une communauté complète. Communauté complète. Oui. Si vous parlez aussi, tous ces rapports, tous ceux qui donnent des commentaires maintenant, qui, avant le 3 novembre, n'étaient pas pour, mais aujourd'hui, ils y sont pour, ils encouragent, ils font leur éloge, c'est à cause de ce que nous avons accompli. Autre chose, le projet de cultiver 1,5 million de fédans tout le long du delta et du Nil. Vous savez que l'Égypte, la superficie totale cultivée de l'Égypte est de 10 millions de fédans. Si on parle de 1,5 million, vous parlez de 15% en plus. Et cultiver quoi? Cultiver nos fruits, nos légumes. Ceux qui ont vécu à l'étranger, ceux qui font des achats à l'étranger pour acheter nos légumes et nos fruits peuvent bien déguster et savourer le goût de nos produits comparés aux autres pays. Nos produits... Ce projet, je m'excuse, c'est seulement le début. Voilà. C'est pas seulement 1,5 million de fédans, c'est seulement le début. Voilà. Oui, en ce qui concerne l'agriculture. Oui. Voilà. Et puis si nous voyons d'autres projets aussi, l'avenir, que peut poser l'avenir pour l'Égypte? Nous avons maintenant le tourisme. Vous avez eu la première délégation des Allemands qui est arrivée, ça fait quelques jours. Vous avez vu une délégation russe qui est venue pour faire l'inspection de nos aéroports internationaux, qui ont reconnu et qui ont confirmé que les conditions de sécurité sont au niveau international. Tout cela sont des étapes. En avance, des étapes qui sont dans l'intérêt de l'Égypte. Le tourisme est un pilier fondamental. L'organisme de logistique du canal de Suez, présidé par le docteur Ahmed Darwish, qui sera un centre de service pour tous les navires passant du nord au sud et du sud au nord par le canal de Suez. Alors, il y a certains signes, non seulement ce que nous avons accompli, le status quo aujourd'hui, qui, comme je viens de dire, les réserves ont dépassé les 27 milliards, mais l'avenir, qu'est-ce que peut offrir l'avenir dans l'Égypte? Mais surtout, l'esprit de confiance. Que les investisseurs, un investisseur, avant de venir en un certain pays pour investir, doit reconnaître que son argent, que sa situation est en sécurité. Et c'est le cas pour l'Égypte aujourd'hui.
Comment avez-vous vu la libéralisation de la devise égyptienne? Très belle question. La libération de la devise égyptienne, d'abord, était une condition du Fonds monétaire international. Absolument. Oui. Oui. Mais cette libération a servi deux choses. La première chose est que les importateurs qui importaient à un certain prix de dollar et que le dollar a plus que doublé, ont dû hausser les prix. Ce qui veut dire que le consommateur égyptien, en allant acheter un produit importé, a pensé plus d'une fois s'il peut trouver un produit local moins cher. Ce qui veut dire que l'importateur a trouvé un marché qui se rétrécit. Oui. Le consommateur a trouvé un produit moins cher, produit égyptien, ce qui a amélioré, ce qui a élargi, ce qui a augmenté la production égyptienne, parce que le consommateur le veut, c'est un produit au même niveau qui coûte moins, et l'importateur a importé moins. Et ça se reflète sur la relation, je commençais en vous disant que l'économie, c'est la relation entre la situation de l'économie d'un pays, c'est la relation entre les imports et les exports. Exact. Ce qui veut dire que les imports ont diminué. Et en fait, nos imports ont diminué par 7 milliards de dollars. En plus, les exports, qu'est-ce que cette libération de la devise, comment ça peut aider les exports? Si on parle de 100 livres égyptiennes, qui sont pour un produit en Égypte, pour simplifier aux chers téléspectateurs, je vais supposer que le dollar était à 10 livres. C'était un peu moins. Ce qui veut dire qu'avant le 3 novembre, ces 100 livres étaient équivalents à 10 dollars. 10 dollars, ouais. Aujourd'hui, si le dollar est à peu près à 18 livres, alors ces 100 livres, ces mêmes 100 livres égyptiennes sont un peu moins, sont beaucoup moins que les 10 dollars. Ce qui veut dire que ce producteur qui produit en livres égyptiennes, et pour convertir en dollars, aura un prix beaucoup plus concurrent que les autres, et beaucoup plus concurrent qu'avant le 3 novembre. La libération de la devise a servi à réduire nos imports et à augmenter nos exports, et le résultat est que nous avons un peu plus que 5 milliards de dollars la différence entre nos imports et nos exports en faveur de la réserve à la Banque centrale. Oui. Docteur Badra, comment voyez-vous qu'on peut, selon vous, comment pourrons-nous régler la crise économique actuelle en Égypte? Une belle question. La confiance. La confiance, non seulement de l'investisseur pour le climat d'investissement en Égypte, mais la confiance de nous, vous, moi, tous citoyens égyptiens. La confiance en notre chef d'État. La confiance en ces démarches, en ces décisions qui ont été prises. Si nous, les Égyptiens, les 92 millions d'Égyptiens reconnaissent et aient confiance en ce que nous avons accompli et ce que nous devons faire, moi je crois que ce serait le point de départ pour régler la situation économique. Quelles sont vos propositions pour créer de nouveaux marchés en Égypte? Le contrôle de la qualité. Le contrôle de la qualité. Nos nouveaux marchés extérieurs, vous parlez d'export. Exactement. Oui, parce que si on contrôle la qualité de nos produits, nous avons des ressources naturelles, nous avons des ressources humaines, nous avons des infrastructures, et nos produits sont reconnus mondialement. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas exporter et être au niveau de ces produits qui sont produits à l'extérieur pour faire cette concurrence. Le contrôle de la qualité est excessivement important. Oui. Docteur Gamil Badra, comment voyez-vous le volume des investissements actuellement en Égypte et dans l'avenir? Je parle des étrangers, les investisseurs étrangers. Oui. Vous savez, les investisseurs étrangers se sont retirés après la révolution de 2011 et hésitaient à venir. Mais avec les rapports de la Banque mondiale, avec ce que vous venez de dire au début, et avec les indices, les investisseurs internationaux n'hésiteront plus à venir pomper. Nous avons des investisseurs locaux aussi, mais il faut compter sur les deux. Du point de vue confiance, nous, comme je viens de dire, comme Égyptiens, cette confiance, les investisseurs étrangers, avec cet esprit de confiance, je crois qu'il y aura de bonnes nouvelles et un nouveau chapitre pour l'Égypte bientôt. Oui. Quels sont les défis majeurs qu'affronte l'investisseur étranger en Égypte? Et quels sont les moyens de les éradiquer aussi en même temps? C'est une très belle question aussi. Oui. Le défi majeur, c'est la bureaucratie.
il faut faire des réformes administratives. Nous avons vu récemment Dr Hala Saïd, la ministre de la Planification, qui a eu une réunion très intéressante avec l'ambassadeur français pour essayer de s'inspirer de ce qui se passe en France pour faire des réformes administratives. Une réforme administrative est excessivement importante. Ça, c'est un défi pour l'investisseur qui vient. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un investisseur? Il vient avec de l'argent, mais il a une idée. Si cette idée doit être transformée en réalité, en industrie, en service, ou ce que c'est, ça prend du temps, ça prend des étapes, ça prend des démarches, c'est la bureaucratie. Mais la bureaucratie existe dans tous les pays du monde, parce que la bureaucratie, c'est des informations, c'est du papier, c'est des signatures, ça existe, mais il faut essayer de les réduire autant que possible, essayer de lubrifier ce processus, et essayer d'entraîner ceux qui, face à face, les employés. Les employés. Oui. Et ça commence par un sourire, qui est le point de départ, et puis ça termine par un service professionnel. Je pense aussi que la nouvelle loi d'investissement aura un grand effet sur la bureaucratie. Absolument, on attend cette nouvelle loi, mais il faut avoir l'esprit de la loi, beaucoup plus que le contenu de la loi. Oui. Passons un peu à la politique, et puisque vous venez des États-Unis, comment voyez-vous la nouvelle administration américaine et comment évaluez-vous sa relation avec l'Égypte? Oui, alors je suis très ravi d'abord d'avoir vu M. Donald Trump emporter la présidence. Vous allez me demander pourquoi. Simplement parce que c'est un président qui a reconnu les événements du 30 juin 2013 et il a considéré que c'était une étape très importante pour l'Égypte pour rectifier le système politique égyptien. Ceci aide, parce que vous savez, la politique et l'économie, ce sont les deux côtés de la devise. Si nous avons de bonnes relations politiques, si nous avons une reconnaissance politique par la seule superpuissance dans le monde, ça aura un effet économique. Alors je suis heureux que nous avons ces relations. M. Abdel Fattah ici, c'était le premier chef d'État à féliciter M. Donald Trump le 8 novembre 2016. Et je crois que bientôt, notre cher président ira aux États-Unis pour s'entretenir avec le président. Les intérêts entre les États-Unis et l'Égypte sont forts, sont bilatéraux et les intérêts sont mutuels. L'Égypte a besoin des États-Unis, mais les États-Unis ont aussi besoin de l'Égypte. L'Égypte est le seul pays stable. Regardez la région. C'est le seul pays stable. Si les États-Unis veulent faire un accord de paix ou ce que c'est, aura besoin de l'Égypte, non seulement comme catalyste, mais aussi comme partenaire. Les États-Unis ont besoin de l'Égypte pour combattre le terrorisme. Nous avons de l'expérience. Nous avons vaincu le terrorisme à 95%, plus ou moins. Et puis, cette expérience, nous allons l'offrir aux États-Unis. Mais là, permettez-moi de dire aussi que les relations économiques entre l'Égypte, qui étaient suspendues au temps du prédécesseur de M. Donald Trump, seront ouvertes de nouveau. Ce sont des coopérations ou bien des aides militaires, des aides sur le plan social, des aides sur le plan économique, des investissements. On parle d'investisseurs. Il y avait une délégation américaine qui est venue, ça fait 2 mois, pour voir et pour estimer, pour évaluer les possibilités d'investissement en Égypte. Oui. Le président Donald Trump avait salué, comme vous l'avez dit, plusieurs fois, le rôle efficace du président Abdel Fattah el-Sisi en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Et il a déclaré également que c'est le dirigeant le plus important dans la région du Moyen-Orient et du Proche-Orient. Est-ce que, Dr Gamil, vous voyez qu'il y a une coopération en fait entre l'Égypte et les États-Unis en ce qui concerne ce dossier? Absolument. Il y a une relation et il devrait y avoir une relation parce que, comme je viens de dire, c'est dans l'intérêt des États-Unis de compter sur l'expérience et sur les moyens de vaincre ce terrorisme que l'Égypte a passé par et là nous avons une expérience. Mais si vous parlez de la guerre contre le terrorisme, laissez-moi dire une chose très importante ici. Monsieur Donald Trump, j'ai suivi toutes ces campagnes électorales tout le long de l'année et demie où il était le candidat avant d'être président. Il avait donné certaines promesses au peuple américain. Venant au pouvoir à la Maison-Blanche, c'est un président qui veut tenir son mot. Il avait promis de faire 1, 2, 3 et il veut le prouver. Il y a des gens qui accusent M. Donald Trump d'être contre-musulman. C'est un anti-musulman. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que si on parle de M. Donald Trump qui veut bâtir un mur entre les États-Unis et le Mexique, la frontière entre les États-Unis et le Mexique est à peu près de 2000 km. Et vous savez bien que le Mexique est un pays chrétien. Le Mexique, la population mexicaine est une population qui
qui est catholique, chrétienne. Allons dire maintenant que M. Donald Trump est anti-chrétien, M. Donald Trump est anti-terrorisme. Il veut garder, il veut protéger ces frontières du terrorisme. Et il y a des pays musulmans comme l'Indonésie, la Malaisie, l'Arabie Saoudite, qui n'ont pas été sur la liste pour être empêchés d'entrer aux États-Unis. Mais ces 6 pays sont des pays musulmans et il a fait l'interdiction aux citoyens de ces 6 pays d'entrer même ou de prendre les visas. Mais ce n'est pas parce que ce sont des pays musulmans. Non. Oui. Mais cette décision, je pense qu'elle aura des impacts négatifs ou non? Comment voyez-vous? Des impacts négatifs pour ceux qui ne reconnaissent pas. Pour ceux qui ne savent pas pourquoi a-t-il pris cette décision. Cette décision a été prise contre 7 pays, c'est devenu maintenant 6 pays. Oui. Ces 6 pays sont ou des pays politiquement instables, qui sont devenus, à cause de leur instabilité, le foyer des terroristes, des extrémistes, etc. Et où ce sont des pays qui soutiennent le terrorisme, sans donner des noms. Hein, oui. Mais on sait bien qui est parmi ces 6 pays. Qui sont ces pays, oui. Voilà. Hein, qui sont le patron ou bien qui soutiennent. Alors ces pays sont, je reprends, ou politiquement instables, par conséquent, ils sont devenus les centres de ces terroristes, et c'est là où s'entraînent les gens pour... et d'ailleurs, il y a des Européens qui viennent dans ces pays, qui s'entraînent. Hein, et l'islam n'a absolument rien à voir avec ça. L'islam aux États-Unis est une religion de paix et respectée par tous les Américains. Et c'est une chose qu'on devrait peut-être mettre en évidence. M. Donald Trump avait promis d'arracher, de déraciner le terrorisme. Il est en train de le faire. Et tous les pays musulmans, les autres pays musulmans le reconnaissent. Alors, les dégâts ou bien le mauvais jugement, peut-être, est dû à l'analyse qui n'est pas correcte. Correct, oui. Mais il faut bien savoir qu'est-ce qu'il y a derrière cette décision. Étant un Américain, étant un Égyptien vivant aux États-Unis, est-ce que vous avez vu une différence dans la façon, dans le traitement des gens ou bien des responsables avec vous après cette décision? Tout le respect, toute l'appréciation. Vous savez, le peuple américain la vit à l'étranger, que ce soit en Europe, que ce soit partout. Ça dépend de la personne. Si la personne performe, elle aura tout le respect et l'appréciation. Un pays démocrate comme les États-Unis ou autres ne compte pas sur d'où venez-vous, mais juge la personne d'après ce qu'elle peut donner, ce qu'elle peut fournir, ce qu'elle peut livrer pour la communauté et la société. Docteur Badra, comment voyez-vous l'immigration illégale qui se passe actuellement, surtout dans les pays arabes, la Libye, l'Égypte et d'autres pays sur la Méditerranée? C'est un problème social, c'est un problème excessivement important parce que ce sont des gens qui ont perdu espoir dans leur pays. Ce sont des gens pour qui l'avenir est sombre. Alors ils veulent faire n'importe quoi pour se déplacer, pour aller pour un autre pays, pensant que là, ils peuvent trouver leur gagne-pain. Et je crois que ce problème social devrait être considéré par les Nations Unies, par les peuples, les pays de la Méditerranée, pour arrêter cet afflux d'émigrants illégaux. Hein, mais essentiellement, ce sont les pays, la source de ces pays, qui devraient peut-être considérer et offrir. C'est de l'économie, vous savez. L'économie est une chose excessivement importante pour le personnel. Le président Donald Trump a gagné parce que, non seulement à cause de son plan en général, parce que tous les candidats avaient plus ou moins le même plan, mais lui, il avait promis une meilleure économie. Il avait promis de ramener les industries extérieures aux États-Unis, d'empêcher les industries locales de sortir, de trouver des offres d'emploi, de réduire le chômage, de réduire les taxes de 35% à 15% pour attirer l'investissement. Vous savez qu'est-ce que c'est un investissement? Parce que un investisseur veut payer le moins possible et gagner le plus possible. Oui. C'est normal, oui. Alors, l'économie est une chose excessivement importante. Et ces gens-là, ces immigrants, malheureusement, n'ont pas trouvé cette possibilité. Et s'ils la trouvent chez eux à la maison, chez eux dans leur pays, eh bien, je crois que c'est un problème social, un problème plutôt économique aussi, mais c'est assez compliqué. Oui. Docteur Kamil Badra, est-ce que vous voyez qu'un jour, on peut ne plus voir le terrorisme, éradiquer le terrorisme totalement? Totalement, j'en doute. Parce que toujours je vois qu'il se transmet d'une place à une autre place. Il n'est jamais éradiqué. Il se transmet, il change de forme. Exactement. Si on suit ce qui s'est passé, le terrorisme, il y avait des avions, l'avion de Lockerbie,
L'assassinat du président Sadat en 1980, c'était un acte de terrorisme à Bruxelles, à Paris. Alors à chaque ville, dans chaque période, il y a un terrorisme qui a une façade différente. Oui. Pour le déraciner totalement, peut-être ça serait un peu difficile. C'est le cancer de la société, c'est le cancer du temps contemporain, mais peut-être on peut le réduire. Mais il faut une association, il faut main dans la main de tous les pays. L'Égypte est prête à offrir les services aux États-Unis et au monde entier. Nous avons l'expérience et peut-être il faut espérer que ce jour viendra. Docteur Gamil Badra, nous parvenons au terme de cette édition et j'étais très ravie de vous accueillir au studio. Et moi, j'ai profité tellement de votre expérience aux États-Unis en ce qui concerne l'économie et la politique. Merci bien, c'est mon plaisir de même. Chers téléspectateurs, nous parvenons au terme de cette édition de notre programme Questions égyptiennes et rendez-vous la semaine prochaine avec une autre question égyptienne. Nile TV vous souhaite toujours d'agréables moments. Merci et bonsoir.